Bonsoir à tous et bienvenue sur Amants et Mensonges, votre rendez-vous avec les histoires les plus troublantes, les plus vraies et les plus déchirantes. Vous croyez connaître la personne qui partage votre lit. Vous croyez que l'amour suffit. Mais que faites-vous, quand le parfum familier d'une femme que vous aimez devient soudain étranger, presque mensonger? Et que la nuit, à votre insu, quelque chose bascule pour toujours. Si vous ressentez la moindre émotion en écoutant cette histoire, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, ça fait toute la différence pour notre chaîne. Le vent d'automne sifflait doucement contre les vitres, froid et insistant, comme un murmure venu briser la quiétude du salon. Les feuilles mortes tourbillonnaient sous la pluie noire et luisante, emportées par les bourrasques comme les souvenirs d'un été trop vite oublié. Moi, j'étais là, assis seul dans la lumière tamisée de notre maison, une tasse de café refroidie à la main, le regard rivé à ma montre. Presque 1 heure du matin. Et Clara n'était toujours pas rentrée. Je me suis massé les tempes. Une douleur sourde me pressait le crâne, mais ce n'était pas ça qui me dérangeait. Non. C'était ce silence étrange. Ce vide pesant dans la maison. Ce souffle glacial qui s'infiltrait jusque dans ma poitrine. J'ai toujours eu confiance en Clara. Une confiance absolue. Aveugle, peut-être. Notre mariage, je le croyais inébranlable, construit sur le respect, l'admiration, et cette connexion invisible entre deux êtres qui se reconnaissent sans mots. Clara, brillante, indépendante, ambitieuse. Je l'avais toujours admirée pour sa force tranquille, sa manière d'exister sans jamais dépendre de personne. Elle brillait. Et j'étais fier d'elle. Mais cette nuit-là, quelque chose clochait. Quelque chose s'était fêlé, et je refusais de regarder trop longtemps cette fissure de peur de voir le mur entier s'effondrer. Les phares d'une voiture ont soudain percé l'obscurité, illuminant brièvement le salon comme un flash d'appareil photo. Mon cœur a ralenti. Elle était là. Enfin. Je me suis levé lentement, cherchant à calmer mes pensées. C'était idiot, me disais-je. Juste un retard. Une soirée trop longue. Rien de plus. Je me sentais presque coupable d'avoir douté. Moi, Julien, le mari confiant, devenu soupçonneux pour quelques heures d'absence. Puis la porte s'est ouverte. Clara est entrée, enveloppée dans son long manteau noir, le visage rougi par le froid. Elle avait l'air fatiguée, oui, mais il y avait dans ses yeux quelque chose, un éclat que je n'arrivais pas à nommer. Comme une étincelle d'agitation mal contenue. « Salut, mon cœur », dit-elle avec un sourire las, sa voix douce, mais un peu trop, contrôlée. « Tu rentres tard », répondis-je en essayant de rester léger. « Tout s'est bien passé ?» Elle a hésité. 1 seconde à peine. Mais je l'ai vue. Et j'ai senti cette petite vibration dans ma poitrine, ce léger frisson qu'on ressent quand l'instinct parle plus fort que la raison. « Bien sûr », dit-elle, en retirant son manteau. Elle l'accrocha d'un geste fluide. C'était juste long. Tu sais comment sont ces soirées d'entreprise, discours interminables, félicitations forcées, un festival d'autocongratulation. Elle s'est approchée de moi et m'a embrassé doucement sur la joue. Son parfum de jasmin m'a effleuré, familier, et pourtant. Je ne saurais dire pourquoi, mais il m'a semblé différent. Trop sucré. Trop présent. Comme s'il essayait de couvrir autre chose. Je voulais lui poser plus de questions. Sentir ce qu'elle cachait peut-être. Mais je me suis retenu. Je ne voulais pas être cet homme. Celui qui fouille, qui soupçonne, qui détruit un château pour un soupçon de sable. Alors j'ai demandé, avec un sourire tranquille. Ton patron a reconnu ton travail, au moins? Clara a encore hésité. Si brièvement que quelqu'un d'autre ne l'aurait peut-être pas remarqué. Mais moi, si. Oui, beaucoup. Ils étaient tous très enthousiastes, dit-elle, en se frottant le front. Tant mieux, murmurai-je, sans la quitter des yeux. Elle a hoché la tête, fuyante, son regard glissant sur le sol. Je suis juste épuisée, souffla-t-elle. Je vais prendre une douche et aller me coucher. Je l'ai observée monter les escaliers. Son corps semblait lourd, comme si elle portait un poids invisible. Et dans mon ventre, quelque chose se tordait. Un malaise sourd. Pas encore de la peur. Pas encore de la jalousie. Juste un pressentiment.
Puis je l'ai vu. Son téléphone. Oublié sur le meuble de l'entrée. L'écran clignotait doucement. Des messages. Non lus. Ma main a bougé d'elle-même, attirée comme par un aimant. Je voulais savoir. Je voulais me rassurer. Mes doigts s'en approchaient quand une brûlure intérieure m'a stoppé net. Comme si le simple fait d'y toucher allait me condamner. Est-ce que ma confiance était si fragile qu'une seule nuit pouvait la faire vaciller? J'ai fermé les yeux. J'ai pris une longue inspiration. Et je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé dehors, la pluie, les lampadaires, les ombres. On avait bâti quelque chose de vrai. D'honnête. D'incassable. Mais une petite voix en moi chuchotait déjà, discrète, insistante. Et si tout cela n'était qu'un mensonge parfait? Le matin s'était levé sur Lyon avec une lenteur pesante, sous un ciel bas, chargé de nuages gris comme de la cendre. Dans notre chambre, la lumière filtrait à peine à travers les rideaux. J'avais passé la nuit les yeux grands ouverts, couché à côté d'elle sans oser bouger. Chaque bruit, chaque soupir, chaque mouvement de Clara me rappelait que quelque chose s'était brisé, même si je n'osais pas encore l'admettre. Elle dormait mal. Son souffle était irrégulier, sa peau moite contre les draps, et son visage portait une pâleur qui me glaça le sang. Je la regardais en silence, tiraillée entre mes doutes et une inquiétude qui, malgré tout, prenait le dessus. Quand elle ouvrit les yeux, lentement, ce fut comme si elle émergeait d'un rêve douloureux. Sa voix, presque inaudible, me fit sursauter. « Julien, je me sens pas bien. » Il y avait quelque chose dans sa manière de parler, une fragilité, un effondrement intérieur que je n'avais jamais vu chez elle. Mon cœur s'est contracté. Tous les soupçons qui m'avaient rongé quelques heures plus tôt furent noyés sous une vague d'angoisse plus primitive. Elle n'était pas comme d'habitude. Clara était forte, elle résistait à tout. Elle tombait rarement malade. Et là, elle me disait d'elle-même qu'elle avait besoin d'un médecin. Ce simple fait me terrifia. Je me suis levé d'un bond, j'ai passé une veste sans réfléchir, pris mes clés. « Je t'emmène à la clinique », dis-je avec un calme que je ne ressentais pas. Tout en elle semblait vaciller, comme si son corps refusait de la soutenir. Nous sommes sortis sous une pluie fine, silencieuse. Le trajet jusqu'à la clinique m'a paru irréel. Clara ne disait rien. Elle gardait la tête tournée vers la vitre, les yeux fermés, comme si elle luttait contre quelque chose de plus profond qu'un simple malaise. Je jetais de temps en temps un coup d'œil vers elle, les mains crispées sur le volant. Quelque chose ne tournait pas rond. Et je ne savais plus si c'était son état, ou ce que je ressentais, moi. La clinique était située dans un quartier discret et chic de la ville, un endroit où la confidentialité n'était pas une option, mais une promesse. Une réceptionniste au sourire maîtrisé prit nos informations. Clara fut aussitôt conduite dans une salle d'examen. Moi, on me demanda de patienter. J'ai pris place dans un fauteuil trop confortable, sous une lumière trop douce, avec une musique classique en fond qui me donnait la nausée. Les minutes passaient. Je fixais la pendule, chaque seconde martelant mes nerfs comme un métronome de torture. Puis je me suis levé. J'ai commencé à marcher dans le couloir. J'avais besoin d'air, de mouvement, je ne sais pas. Et c'est là que je les ai entendus. Deux voix, au détour d'un mur. Un médecin. Une infirmière. Leur ton était bas, mais leur tension palpable. Je me suis arrêté, figé, le souffle coupé. « Vous avez terminé les examens ?» demanda la jeune femme, presque en chuchotant. « Oui », répondit le médecin. Sa voix était grave, chargée d'un malaise mal contenu. « C'est perturbant. Physiquement, elle semble indemne. Mais les signes racontent une autre histoire. » Un frisson m'a traversé. J'ai senti mes jambes se raidir. Puis le médecin a ajouté, plus bas. Elle montre des traces très récentes d'activité sexuelle. Multiples. Intenses. Et très rapprochées. Honnêtement, ce genre de profil, c'est rare. Surtout chez une femme comme elle. Le monde autour de moi s'est mis à tourner. Mon sang est devenu glacé. Elle ne vous a rien dit? Non. Juste qu'elle voulait qu'on reste discret. Elle avait l'air gênée, mais pas surprise. Silence. Puis la voix du médecin est tombée comme un couperet.
Elle a mentionné que les personnes impliquées étaient ses supérieurs directs. 3 hommes. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cru que mes genoux allaient flancher. Je me suis agrippé au mur, les doigts enfoncés dans le bois froid du cadre de porte. 3 hommes. Ses patrons. Je refusais d'y croire. Pas Clara. Pas elle. Pas celle qui dormait à mes côtés depuis des années. Mais les mots du médecin étaient clairs, techniques, dénués de jugement et donc incontestables. Je me suis reculé lentement, comme un homme ivre, et suis retourné dans la salle d'attente. Tout tournait. Les murs, la lumière, la musique. Je me suis assis, la tête entre les mains. Un hurlement sourd résonnait dans ma poitrine. J'étais trahi. Anéanti. Et pourtant, incapable de hurler. Incapable même de pleurer. Quand elle est revenue, quelques minutes plus tard, son visage était fermé. Livide. Elle m'a regardé avec prudence, comme si elle sentait que quelque chose en moi avait changé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix feutrée. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je cherchais la honte. La panique. Une trace de vérité. Mais je n'ai vu que du contrôle. De la retenue. Alors j'ai souri. Un sourire faux, froid. Oui, tout va bien. Et nous sommes partis. Dehors, il pleuvait toujours. Mais la tempête, la vraie, grondait déjà en moi. Le trajet du retour s'était déroulé dans un silence glacial. Clara fixait la fenêtre, absente, tandis que je tenais le volant avec une crispation presque douloureuse. Chaque virage semblait m'arracher un peu plus à moi-même. Je n'étais plus dans ce corps, plus dans cette voiture. J'étais suspendu quelque part entre rage et abattement, entre cette irréalité brutale que je venais de découvrir, et la part de moi qui refusait encore d'y croire. À la maison, elle est sortie sans dire un mot, resserrant son manteau autour d'elle comme une barrière. Elle semblait lasse, mais pour moi, chaque pas qu'elle faisait la rendait étrangère. J'avais le sentiment de la voir pour la première fois. Et tout ce que je voyais me faisait mal. Elle est montée se reposer sans insister. Moi, je suis resté là, dans l'entrée, figé, incapable même de retirer mon manteau. Le silence dans la maison était oppressant. Comme si les murs eux-mêmes refusaient de couvrir ce qui venait d'être dévoilé. Je suis allé m'asseoir dans le salon, lourdement. Mon regard a erré sans but, jusqu'à se poser sur notre photo de mariage, suspendue au-dessus du buffet. Nous étions heureux. Vraiment heureux. Ce jour-là, j'avais cru en nous. En elle. En tout. Et maintenant? Je ne savais plus ce qui était réel. Mais je savais que je ne pouvais pas en rester là. Pas comme ça. Pas avec des fragments d'informations, des murmures volés dans un couloir. J'avais besoin de comprendre. D'aller au bout. Pas pour me venger, pas encore, mais pour ne plus vivre dans ce brouillard. Alors, quand la nuit est tombée, quand Clara s'est endormie à l'étage, j'ai allumé mon ordinateur dans mon petit bureau. Une seule lampe éclairait la pièce. Et dans cette lumière faible, j'ai commencé à creuser. Pas au hasard. Méthodiquement. Froidement. Avec la précision d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Je savais déjà leurs noms. Jean-Marc Renaud, Luc Delmas, Olivier Moreau. Ses supérieurs. 3 figures connues dans leur secteur. Intouchables. Charismatiques. Respectées. Et à mes yeux, désormais, 3 masques bien lisses derrière lesquels se cachait la saleté. J'ai commencé par les réseaux sociaux. Rien d'évident, bien sûr. Mais des détails. Des photos de soirées, de séminaires, d'événements. Clara toujours au centre, souriante, élégante. Et pourtant, certains regards. Certains gestes. Une main sur une épaule. Un sourire trop long. Il fallait savoir où regarder. Ensuite, j'ai trouvé des documents internes. Rapport de déplacement. Notes de frais. Réservation d'hôtel. Et là, les choses ont commencé à se recouper. Les mêmes lieux, les mêmes dates. Des motifs vagues. Des réunions de direction ou stratégie de croissance. Clara y assistait toujours. Mais ce n'était pas ça le pire. Le pire, c'était les doublons. Les réservations en double. 2 chambres, puis 3. Toujours dans le même établissement. Toujours au même étage.
La répétition en disait plus que 1000 mots. Et puis il y a eu son téléphone. Elle l'avait laissé sur le plan de travail pendant qu'elle prenait sa douche. Je ne voulais pas y toucher. Je m'étais juré de ne jamais devenir ce genre d'homme. Mais j'avais besoin de vérité. Juste une confirmation. J'ai saisi l'appareil. Je connaissais encore son code. Elle ne l'avait jamais changé. Quand l'écran s'est allumé, mon estomac s'est noué. Les messages n'étaient pas explicites. Pas de déclaration. Pas de mots crus. Mais entre les lignes, tout était là. Les allusions, les petits clins d'œil codés. Jean-Marc écrivait avec une assurance trop intime. Des phrases comme « Ce bleu te va décidément trop bien ». Dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps à Marseille. Luc et Olivier, eux, étaient plus discrets. Mais leurs réponses, leurs émojis, leur silence, tout trahissait une familiarité qui n'avait rien à faire là. J'ai reposé le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Juste avant qu'elle ne sorte de la salle de bain. Elle m'a souri. Un sourire tendre. Un sourire qui, autrefois, me faisait fondre. Aujourd'hui, il me glaçait. Je lui ai rendu son sourire. Elle ne savait rien. Elle croyait que tout allait bien. Que je dormais, que je doutais peut-être un peu, mais qu'il n'y avait pas de danger. Et elle avait raison. Pour l'instant. Mais moi, je savais. Et je n'avais pas l'intention d'en rester là. Les jours qui suivirent, je jouais mon rôle à la perfection. Un mari attentionné, calme, présent. Un homme aimant, peut-être un peu fatigué, mais surtout, pas soupçonneux. Clara continuait de flotter dans la maison comme une ombre en porcelaine, silencieuse, distante, mais fragile. Elle me lançait parfois des regards hésitants, comme si elle sentait que quelque chose avait changé, mais n'osait pas poser de questions. Je faisais tout pour la maintenir dans cette illusion de normalité. Car pendant qu'elle se pensait à l'abri, je construisais ma vengeance. Froidement. Lentement. Chaque minute de silence me rapprochait un peu plus de l'instant final. Et je voulais que ce moment soit parfait. La douleur en moi ne s'était pas dissipée. Elle s'était transformée. Elle avait pris une autre forme. Ce n'était plus de la jalousie, ni même de la colère brute. C'était une sorte de calme glacial. Une lucidité impitoyable. J'avais compris que la vérité, pour être insupportable, ne devait pas seulement être connue, elle devait être vue. Et je savais exactement quand et où cela allait se produire. Un événement se profilait, le gala annuel de leur entreprise. Une soirée luxueuse, pleine d'apparences, de faux sourires, de discours bien huilés. Tous les cadres seraient là. Les actionnaires. La presse. Et Clara. Dans sa plus belle robe, entourée de ses 3 mentors. Je n'aurais pas pu rêver d'un théâtre plus adapté. J'ai passé les jours précédents à rassembler les preuves, à organiser les fichiers, à les ordonner dans une séquence implacable. Messages. Réservation. Photos. Capture d'écran. Assez pour étouffer n'importe quel déni. J'ai tout placé sur une clé cryptée, connectée à un petit dispositif sans fil que je pourrais déclencher d'une simple pression. J'avais contacté discrètement un technicien en charge de la projection au gala, sous un prétexte technique. Tout était prêt. Il ne manquait plus que le rideau à lever. Le soir venu, je me suis habillé avec soin. Costume sombre, chemise impeccable, cravate sobre. Clara était superbe. Sublime, même. Sa robe bleue nuit lui allait à la perfection. Ses cheveux relevés, son maquillage discret mais sophistiqué. Elle me demanda, en plaisantant, si elle en faisait trop. J'ai souri. « Tu es parfaite », ai-je répondu. Elle m'embrassa sur la joue. J'ai eu envie d'hurler. La salle était somptueuse. Lustre doré, table nappée de blanc, serveur en gants, champagne à volonté. Une ambiance où tout brillait, sauf la vérité. Clara s'y sentait chez elle. Elle saluait, riait, échangeait des regards avec ses 3 collègues. Le plus sûr de lui était Jean-Marc, comme toujours. Il dominait la salle comme un roi sur son trône. Luc, plus effacé, mais tout aussi complice. Olivier, charmant, rieur, presque trop détendu. Tous les 3 jouaient leur comédie avec brio. Moi,
Je les regardais comme on observe une tour que l'on s'apprête à faire tomber. Vers 21h, les lumières se sont tamisées. Un discours allait commencer. Jean-Marc est monté sur scène. Son ton était confiant, professionnel, charmeur. Il parlait de réussite, de valeurs, d'éthique, de vision. J'ai laissé mon regard glisser vers Clara. Elle le regardait avec une lueur que je ne voulais plus interpréter. Alors, sans un mot, j'ai glissé la main dans ma poche, serré la petite télécommande et appuyé. Le changement fut brutal. Derrière lui, l'écran géant s'est allumé. Et ce n'était pas le logo de la société qui est apparu, mais une succession de messages, de photos, d'extraits de documents. Le silence tomba comme un couperet. Le texte était clair. Sans vulgarité, mais sans équivoque. Les noms. Les échanges. Les lieux. Les dates. Les regards se tournaient. Des murmures. Des visages qui pâlissaient. Clara avait cessé de respirer. Jean-Marc s'était figé. Luc avait reculé d'un pas. Olivier avait baissé les yeux. Une onde de choc traversa la salle. Certains riaient nerveusement. D'autres prenaient des photos. Les téléphones sortaient. La presse, présente, comprenait qu'elle tenait une bombe. Et moi? Je regardais la scène. J'étais calme. Plus calme que je ne l'avais jamais été. Clara se tourna lentement vers moi. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais pas de colère. Pas encore. Juste de terreur. Je l'ai regardée, sans un mot. Puis j'ai tourné les talons. Et je suis parti. Derrière moi, leur monde s'effondrait. Le lendemain matin, la lumière perçait brutalement à travers les volets, crue, presque insolente. Elle éclairait une maison silencieuse, trop calme, vidée de sa substance. Je me tenais devant la fenêtre du salon, immobile, observant la rue comme si quelque chose dehors pouvait m'expliquer ce qui venait de se passer. Mais il n'y avait rien d'autre que la routine tranquille d'un quartier qui s'éveillait sans savoir qu'ici, à l'intérieur de ses murs, un homme avait déclenché un séisme. Dans mon dos, j'ai entendu les pas légers de Clara sur l'escalier. Je n'ai pas bougé. Elle est restée un moment sans parler. Je pouvais presque sentir sa détresse, son hésitation, sa peur. Puis elle a murmuré mon prénom, d'une voix rauque, cassée, Julien. Je me suis retourné lentement. Elle se tenait là, les bras croisés sur elle-même, comme si elle cherchait à se tenir debout par pure volonté. Son visage était ravagé. Yeux rouges, traits tirés, peau blafarde. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était son regard, un mélange de culpabilité, de panique et de fragilité. Clara n'avait jamais été aussi vulnérable. Elle a voulu parler, mais aucun mot ne venait. Elle a simplement laissé tomber ses épaules, et s'est laissée tomber sur le canapé, face à moi. « On doit parler » a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je ne fuyais pas. Je voulais l'entendre. Pas pour me convaincre, non. Pour la regarder s'effondrer jusqu'au bout. Parce que moi, j'étais déjà vide. Elle a commencé doucement. Comme une enfant qui avoue une faute dont elle ne comprend pas encore la gravité. Elle a dit qu'elle était désolée. Qu'elle avait tout gâché. Qu'elle ne savait pas comment elle en était arrivée là. Qu'elle ne voulait blesser personne. Que ce n'était pas prémédité. Que c'était arrivé, comme ça. Des mots. Beaucoup de mots. Trop. Je l'écoutais, sans broncher, sans la couper. Je voulais qu'elle vide son sac. Je voulais voir si, au fond, il restait quelque chose à sauver. Mais ce que j'entendais, c'était une femme qui regrettait surtout d'avoir été démasquée. Elle ne niait pas. Elle ne justifiait pas. Elle s'excusait, mais sans vraiment comprendre ce que ses gestes avaient détruit. Quand elle m'a demandé si j'allais lui pardonner, si on avait une chance de recoller les morceaux, j'ai mis un temps à répondre. Je l'ai regardée. Longuement. Et j'ai senti que la réponse ne viendrait pas de ma bouche, mais de mon ventre. De mon corps. Et ce corps, tout entier, disait non. Alors j'ai simplement secoué la tête. Non, Clara. Il n'y a plus rien à sauver. Elle s'est effondrée. En silence. Ses épaules tremblaient, ses mains couvraient son visage. Mais je ne ressentais plus rien. Pas de joie, pas de satisfaction. Juste, un grand calme.
Le calme d'un homme qui a traversé la tempête et qui n'a trouvé que ruine derrière. Je lui ai dit que j'allais partir. Que mes affaires étaient déjà prêtes. Elle n'a pas réagi. Elle savait. Elle comprenait. Il n'y avait plus d'issue, plus de mensonges, plus de masque à porter. Tout avait été dit. Tout avait été vu. Et dans ce silence final, elle n'était plus qu'une étrangère assise dans mon ancien salon, pleurant des larmes trop tardives. Je me suis levé, lentement. J'ai pris mon sac. J'ai ouvert la porte. Avant de sortir, elle a murmuré « Je ne voulais pas te faire de mal ». Je me suis tourné une dernière fois. Mon regard s'est posé sur elle. Et j'ai répondu, calmement, « Mais tu l'as fait ». Puis j'ai franchi le seuil. Dehors, l'air était froid, mais pur. Et malgré la douleur, malgré tout ce que j'avais perdu, j'ai senti en moi quelque chose de nouveau. Pas de la paix. Pas encore. Mais un début. Un vide nécessaire. Un silence, ou peut-être, un jour, une autre voix pourrait naître. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. J'ai refermé la porte derrière moi, et avec elle, toute une vie. Ce n'était pas un adieu mélodramatique. Ce n'était pas une fuite. C'était simplement la fin. Une fin dont je n'avais jamais imaginé l'existence, mais qui, maintenant, s'imposait comme une évidence. Mes pas sur le trottoir résonnaient doucement dans la rue encore déserte. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas de plan. Mais j'étais libre. Et cette liberté, bien qu'amère, portait en elle un goût que je n'avais plus ressenti depuis des années. Pendant les jours qui suivirent, j'ai loué une chambre dans un petit hôtel près de la gare. Rien de grandiose. Juste ce qu'il fallait pour respirer, pour réfléchir, pour me réparer. J'ai pris un congé. J'ai coupé mon téléphone. J'avais besoin de silence. Pas celui qui m'avait oppressé dans cette maison pleine de soupçons, mais un vrai silence. Celui où l'on commence à entendre à nouveau sa propre voix. Je passais mes journées à marcher. À observer les gens. À tenter de comprendre comment un monde si banal pouvait continuer de tourner alors que le mien s'était effondré. Et puis, peu à peu, la douleur a cessé d'être une brûlure. Elle est devenue une cicatrice. Toujours là. Mais moins vive. Moins tranchante. J'ai pensé à Clara. Bien sûr. Souvent. À son rire. À nos débuts. À ce que j'avais cru éternel. Je me suis demandé si elle souffrait. Si elle regrettait. Mais à chaque fois que l'image de son visage me revenait, ce n'était pas le souvenir de l'amour qui m'envahissait, mais celui de ce moment où elle m'a regardé sans un mot alors que tout explosait autour d'elle. Ce regard, je ne pourrai jamais l'oublier. Ce n'était pas un regard de femme amoureuse. C'était celui de quelqu'un qui savait qu'elle avait tout perdu, mais trop tard. Puis, un matin, sans raison particulière, j'ai su que c'était le bon moment. J'ai refait ma valise. J'ai quitté l'hôtel. Et je suis allé déposer les papiers du divorce. Sans colère. Sans cri. Juste un acte administratif. Un point final. Clara n'a pas contesté. Elle a signé. Elle ne m'a pas supplié. Elle ne m'a pas écrit. Et c'était mieux ainsi. Il n'y avait plus rien à dire. Nous avions atteint ce lieu terrible où même les mots deviennent inutiles. Aujourd'hui, je vis ailleurs. Dans un appartement plus petit. Plus simple. Mais c'est chez moi. Il n'y a pas de fantôme ici. Juste moi. Mes silences. Mes lectures. Ma lente reconstruction. Parfois, quand la pluie frappe contre les vitres, quand l'odeur du café remplit la pièce, je repense à cette nuit où tout a basculé. Et je me demande, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû pardonner? Est-ce que l'amour aurait pu renaître des cendres? Puis je regarde devant moi, je respire, et je comprends, il y a des vérités qui détruisent, mais il y en a d'autres qui libèrent. La mienne m'a détruit, oui. Mais elle m'a aussi délivré. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais une chose est sûre, plus jamais je ne fermerai les yeux pour éviter de voir. Car parfois, voir la vérité est le seul chemin vers la paix. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.
Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.